On va parler donc de nouveau, j'ai mis nouveau entre guillemets, puisqu'en fait on va parler d'antibiotiques également dans le ciment. C'est une entité ancienne, mais on va voir qu'il existe des données nouvelles sur ce thème. Alors, les antibiotiques locaux, c'est un petit peu comme si le chirurgien orthopédiste jouait à l'infectiologue, et j'ai beaucoup aimé cette diapositive d'un chirurgien de Oxford lors de précédentes EBGIS. Donc vous voyez que le chirurgien, c'est simple et efficace. On a un bouton, la lumière s'allume, et toute la dimension médicale, et notamment infectiologique, est parfois beaucoup plus complexe parce qu'on a un listing d'antibiotiques sensibles, résistants, parfois plusieurs bactéries, des patients allergiques, des interactions médicamenteuses et une atteinte rénale. Alors, il y a un vrai rationnel pour l'antibiothérapie locale, c'est qu'en fait l'infection osteoarticulaire, l'infection de prothèse, une infection locale, et c'est tout à fait légitime de vouloir la traiter localement. Et historiquement, des billes de gentamicine ont été utilisées, en sachant qu'à l'époque, ces billes de ginta avaient une concentration plutôt faible. C'était parfois utilisé avec des chirurgies non optimales. Faites un lavage, mettez des billes de ginta et ne changez pas les pièces mobiles, et effectivement, ça ne va pas marcher. Avec des systèmes en fait, qui donnaient peu de libération locale d'antibiotiques et parfois pas associés à des antibiotiques systémiques. Donc forcément, ça a été associé à des échecs, à une acquisition de résistance, à une situation pire qu'au début. Et c'est pour ça que les infectiologues n'aiment pas les antibiotiques locaux, les infectiologues n'aiment pas les spacers, mais je pense qu'on a maintenant le moyen de les convaincre de changer un petit peu d'opinion. Alors, quel est le rationnel pour utiliser les antibiotiques locaux? En fait, lorsque vous avez une infection de PTG, on va prescrire en fait de fortes doses de traitement par voie intraveineuse, de fortes doses par voie orale, et tout au plus, pour les meilleures molécules, vous allez avoir 20 à 30% de vos molécules qui vont arriver sur le site infectieux, et vous avez un risque d'échec. Et lorsqu'on regarde la pharmacocinétique des antibiotiques systémiques, avantages, inconvénients, l'inconvénient, c'est que la concentration est plutôt faible, mais le gros avantage, c'est qu'on peut traiter les patients longtemps. Concernant l'antibiothérapie locale, elle a une pharmacocinétique complètement différente, puisqu'en fait, on a une concentration potentiellement extrêmement élevée, on va le voir avec les nouveaux ciments et les nouveaux substituts osseux, par contre, elle dure moins longtemps. Et lorsqu'on utilise en fait une antibiothérapie locale avec une antibiothérapie systémique, vous voyez qu'on a une complémentarité importante pour avoir une concentration efficace et sans doute un maximum d'efficacité. Alors, quelle est la vie d'un antibiotique? Le problème d'un antibiotique, c'est que lorsqu'il est administré, il est en fait très vite métabolisé, très vite dégradé. C'est pour ça qu'il faut l'administrer tout le temps, répéter son administration, et c'est un élément essentiel de l'antibiothérapie. Si on envisage une antibiothérapie locale, il faut imaginer avoir un transporteur qui vous permette de stabiliser le métabolisme de cet antibiotique et de le relarguer et de le relarguer pendant une durée suffisamment longtemps pour pouvoir avoir une efficacité locale. Alors quels sont ces transporteurs? Il en existe différents. Historiquement, le transporteur qui est le plus souvent utilisé sont les ciments PMMA. Et on va voir que par rapport aux ciments d'il y a 10 ou 20 ans, on a potentiellement des ciments particulièrement intéressants. Si on prend la prise en charge en 2 temps, ce qui a été donc discuté, explantation, prélèvement, antibiothérapie large spectre, mise en place d'un spacer, et c'est vrai que les spacers peuvent être moulés au niveau du genou, ce qui permet en fait non seulement une antibiothérapie locale, mais aussi aux patients de se rééduquer. Et on peut imaginer également une intervention avec une prothèse cimentée. Le ciment qu'on peut utiliser lors de la réimplantation peut également produire des antibiotiques. Donc on peut jouer à la fois en termes de traitement antibiotique lors de la mise en place du spacer, et on va voir que c'est important d'utiliser plusieurs antibiotiques dans ces spacers. Ça peut avoir un rôle
thérapeutique, mais surtout thérapeutique, mais aussi de prévention, et également un rôle potentiel du spacer qu'on va réutiliser lors de la réimplantation. Donc voici une pharmacocinétique d'un spacer classique à l'Agenta. Vous voyez qu'on est à 100 mg par litre, ce qui est déjà beaucoup, mais vous voyez qu'au bout de 2 jours, on est en dessous du seuil d'efficacité. Et lorsqu'on utilise, alors ici ce sont des ciments commerciaux, avec des plus fortes doses d'antibiotiques et 2 antibiotiques, Ginta plus Clinda ou Ginta plus Vanco. Vous voyez, le fait de mettre 2 antibiotiques, l'un favorise le relargage de l'autre, et en fait on est largement au-dessus de la cible, plus de 10 jours après la mise en place de ces spacers. Donc pour un infectiologue, ça change tout en termes d'efficacité. Vous avez 2 antibiotiques synergiques, forte dose, longtemps. Donc en termes de concept de traitement, on est dans une situation beaucoup plus favorable en théorie. Alors ces antibiotiques dans le ciment, on peut dire, on peut les imaginer en fonction du germe retrouvé. Le problème, c'est que lorsqu'on agit chez le patient et qu'il est opéré, on a le résultat définitif de la bactérie 15 jours plus tard. Donc c'est difficile de choisir, entre guillemets, le ciment, mais il y a quand même un certain nombre de situations cliniques où on peut être amené à choisir les antibiotiques qu'on met dans le ciment. Ici, c'est un patient hémophile qui est en échec d'une prise en charge d'une infection au niveau d'une PTH gauche. Le patient a un traitement conservateur. Malheureusement, il est infecté à des staphylocoques multirésistants, également à des grammes négatifs multirésistants. Nous avons décidé d'explanter ce patient, parce que pour nous, c'est vraiment un patient qu'il faut prendre en charge en 2 temps, avec mise en place d'un spacer. On a utilisé donc un spacer commercial gentamicine plus Vanco pour couvrir le staphylocoque, mais on a utilisé également la colimycine dans le ciment, qui a des activités anti-gram négatifs. C'est un antibiotique qui est toxique pour le rein et localement, il peut être intéressant. On a utilisé d'autres antibiotiques par voie systémique pour couvrir ce gram négatif. Et vous voyez, ici on a la colimycine dans les redons. On était très largement au-dessus de l'objectif du germe, avec une concentration très importante, alors que la colimycine ne passait pas en systémique. Donc ça aussi, c'est une sécurité importante. Deuxième transporteur, des hydrogels. Voici un hydrogel qui est proposé en prévention. On peut imaginer combiner des antibiotiques avec cet hydrogel en prévention ou en curatif, mais on n'a pas encore de données suffisantes là-dessus. Et le dernier transporteur potentiel, ce sont des substituts entre guillemets osseux. Vous allez me dire, mais quel rapport avec une PTG? Vous allez voir. Ces substituts osseux, notamment le Cerament, et un substitut osseux hydroxyapatite, sulfate de calcium, gentamicine. Vous voyez qu'on est à 1000 mg par litre, donc une concentration extrêmement importante. C'est utilisé dans l'ostomyélite chronique et ça permet une antibiothérapie locale importante. Voici un patient de 62 ans, fracture distale du fémur il y a 20 ans, infection à pseudomonas il y a 20 ans. Il vient nous voir en fait pour une indication de PTG parce qu'il a des douleurs chroniques sur une arthrose de genou. La CRP est négative. La scintigraphie est certes positive, mais on a des faux positifs. Qu'est-ce qu'on fait chez ce patient? On met une prothèse de première intention, on met une prothèse de résection. Nous avons traité d'abord une ostomyélite potentielle en utilisant donc, le Cerament au niveau du fémur distal et un Pseudomonas aeruginosa poussant en culture 20 ans après. Et vous voyez que 6 mois plus tard, le patient n'avait plus du tout de douleur et en fait ces douleurs étaient liées à l'ostéomyélite et non pas à son arthrose. Il aura peut-être une PTG, mais plus tard. Donc vous voyez qu'il y a eu des progrès considérables dans les antibiotiques locaux. On a beaucoup de transporteurs à disposition. On peut combiner des antibiotiques, forte dose, exposition prolongée. Et je pense que les CRIOAC ont vraiment un rôle important pour déterminer la stratégie médico-chirurgicale la plus adaptée et choisissons ensemble le spacer pour nos patients. Je vous remercie.